Bienvenue dans ce nouveau numéro des Clés de notre énergie, une émission produite par le CLER, Réseau pour la transition énergétique, en soutien de l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique. En cette rentrée 2022, l'étau se resserre pour le gouvernement français comme pour les autres États européens et pour les citoyens qui voient leur facture d'énergie s'alourdir depuis déjà plusieurs mois et se demandent comment maîtriser leur consommation et leur budget. Alors que l'heure est aux mesures d'urgence pour faire face à l'hiver, le CLER Réseau pour la transition énergétique appelle à mettre en œuvre des solutions pérennes et durables, notamment dans le logement. C'est l'objet de notre nouveau numéro de notre revue Notre énergie, consacré à la rénovation énergétique, qui met en avant la nécessité d'accélérer le rythme des rénovations performantes et de faire de l'efficacité énergétique une réelle priorité pour répondre à la fois aux enjeux climatiques et aux enjeux de précarité énergétique. Dans ce contexte difficile de crise énergétique qui s'ajoute à la crise climatique, nous souhaitions aujourd'hui aborder la question des actions prioritaires à mener dans ce contexte en matière de rénovation énergétique pour faire face à la hausse des prix. Donc c'est pourquoi nous avons invité Méven Moisan, conseiller France Rénov à l'Agence locale énergie-climat de l'Est parisien, la LEC MVE. Bonjour Méven et bienvenue. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter ton métier ainsi que les missions d'un conseiller France Rénov, anciennement conseiller Info Énergie? Alors je suis, conseiller à la LEC MVE, donc Agence locale énergie climat, de l'Est parisien depuis 3 ans. En soi, les missions, donc déjà les ALEC, ce sont des structures associatives. Il y a plusieurs acteurs qui assurent les missions de conseil. Les agences locales énergie-climat sont des acteurs qui sont des acteurs associatifs. La LEC MVE, par exemple, a été fondée en 1999. Donc effectivement, le Conseil France Rénov, anciennement FAIRE, c'est la mission de service public au niveau national, mais qui est assurée donc par différentes structures au niveau territorial. En quoi il consiste exactement? C'est un conseil gratuit et neutre qui est destiné au grand public, donc les particuliers, que ce soit des propriétaires d'habitats individuels, des locataires ou des copropriétés, hein. Il s'agit de les conseiller sur la maîtrise, sur les économies d'énergie réalisées dans l'habitat. Donc très concrètement, en quoi consiste la mission? Eh bien, c'est donc les gens en général commencent par nous contacter, hein. Il y a un numéro national, soit ils nous contactent en connaissant, en étant déjà identifiés sur notre territoire, soit via un numéro national et ils sont orientés donc vers leur plateforme au niveau territorial. Ensuite, donc ça passe par un standard téléphonique. À ce niveau-là, on va commencer donc soit si c'est des questions qui peuvent être répondues de manière suffisamment simple, suffisamment concise, on y répond en direct. Soit on peut aussi les orienter. Des fois, ce sont des gens, ils sont mal, ils sont sur le mauvais territoire, ou est-ce qu'ils ont besoin de services plutôt liés qui vont être du ressort de l'ANA ou de la DIL. Donc voilà, sur peut-être d'autres services ou des orientations qui sont liées à leurs revenus. Et puis également, on va bien sûr leur poser des rendez-vous de conseil, voire leur proposer également des accompagnements sur des projets de travaux assez performants. Donc c'est notamment ça qui aujourd'hui est l'enjeu, c'est l'accompagnement sur l'habitat individuel ou sur les copropriétés. Très concrètement, le conseil France Rénov', c'est d'abord des informations, par exemple sur les éco-gestes et les usages, beaucoup sur les travaux. C'est quand même en faisant des travaux qu'on va vraiment atteindre des gains importants d'économie d'énergie, notamment sur les usages liés au chauffage. Donc les travaux, on va explorer les aspects techniques, réglementaires. On va également les informer bien sûr des aides financières parce qu'on est extrêmement sollicité à ce sujet. Donc quelles aides financières et quelles sont les conditions pour les obtenir. Et ensuite, hein, on poursuit l'accompagnement. Ça va intégrer l'analyse d'audit réglementaire. Ça va être également de l'analyse de devis. Donc on est vraiment présent du début jusqu'à la réalisation concrète des travaux pour accompagner les particuliers. Merci. Les espaces conseils France Rénov et les conseillers sont justement le point d'entrée privilégié des ménages dans leur parcours de rénovation. Et est-ce que vous observez un afflux des sollicitations dans ce contexte de crise énergétique? On a une demande qui a vraiment augmenté. Alors déjà l'an dernier, hein, il y avait pas mal de demandes en 2021. Ça a encore augmenté récemment. Alors il y a aussi une communication sur la marque France Rénov', hein, qui a été importante. Mais effectivement, le contexte énergétique actuel crée beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui sont inquiets de voir l'augmentation de leur consommation, de leur facture d'énergie. On a aussi pas mal de propriétaires, notamment des propriétaires bailleurs qui louent
leurs biens, qui sont inquiets aussi sur les évolutions réglementaires, notamment le DPE et les restrictions, les contraintes qui y sont liées, donc gel des loyers et bientôt, hein, dans les années à venir, même les étiquettes les plus basses, F ou G, dites de logements très énergivores, seront même interdits à la location. Donc c'est également des préoccupations. Et donc, en lien avec le thème de cette émission, quels conseils apporter aux citoyens sur les actions à entreprendre dans l'immédiat sans un projet de travaux? Donc sur un premier niveau, on va dire, pour faire des économies, hein, alors il y a quand même des petits travaux, mais on va dire qu'ils seront sur quelques centaines d'euros. Des principales choses à maîtriser, par exemple, ça va être un système de régulation et de programmation de leur système de chauffage. C'est pouvoir ajuster la température, le niveau de température quand ils sont présents, quand ils sont absents. Donc déjà, c'est quelque chose qui va être un petit investissement et qui va vraiment permettre des économies. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle les éco-gestes qui vont être voilà, posés sur des fenêtres simple vitrage, par exemple, des films de survitrage. Ça va être refaire des joints de fenêtres qui seraient fuyards, mettre des boudins donc d'étanchéité sous les portes, des films réfléchissants sur les radiateurs, des réducteurs de débit donc sur les robinets ou les pommeaux de douche, parce que c'est aussi sur les usages de l'eau qu'on consomme par exemple de l'eau chaude, donc ça influe également. Donc voilà, il y a beaucoup d'éco-gestes. Il y a d'ailleurs des documents, des livrets de l'ADEME, des fascicules qui sont très bien faits, qui listent tous les éco-gestes qu'on peut réaliser, ou le petit matériel peu onéreux qu'on peut installer pour effectivement commencer déjà à limiter un peu ses consommations, même quand on est locataire notamment et qu'on ne peut pas faire de travaux. Pour s'émanciper d'une dépendance au gaz et pétrole russe et réduire ses factures, les citoyens sont encouragés à changer leur chaudière. Et les aides de l'État sont justement très incitatives pour changer son système de chauffage. Est-ce qu'il faut se dépêcher de changer sa chaudière au gaz ou au fioul? Et est-ce que c'est vraiment l'action prioritaire à mener? Alors, tout d'abord, il y a le coût des énergies, hein, en soi, il est assez difficile à prévoir. On ne pouvait pas prévoir il y a un an qu'il y aurait une telle explosion des coûts de l'énergie. Donc, changer finalement son énergie pour une autre aujourd'hui est pas forcément quelque chose qui est périn. On n'a pas une boule de cristal, on est incapable de dire quelle va être l'évolution de coût de telle ou telle énergie. Dans tous les cas, nous, l'approche qu'on adopte, c'est toujours, on commence par réduire les besoins, surtout du chauffage. Le chauffage, c'est à peu près entre 75 et 80, voire davantage, de pourcents du budget énergétique d'un ménage. Donc c'est le principal poste qu'il va falloir traiter. La priorité, c'est d'abord de réduire ce besoin. Réduire ce besoin, ça veut dire principalement isoler de manière performante son logement. Ensuite, deuxième chose, c'est effectivement avoir des appareils performants. Donc si on a des systèmes de chauffage qui sont vétustes, anciens, ou qui ont des mauvais rendements, que ce soit au gaz, au fioul ou autre, il s'agit d'avoir des modèles plus performants qui vont avoir un meilleur rendement, donc qui seront plus efficaces. Et ensuite, il y a également la possibilité derrière, en troisième niveau, de produire des énergies renouvelables. Donc la vraie priorité, hein, c'est vraiment ces travaux sur l'enveloppe. Concernant la sortie du fioul, il y a quand même un vrai enjeu qui, au-delà de la rénovation énergétique et du coût des factures, c'est aussi quand même un enjeu de qualité de l'air, notamment dans les grandes villes. Donc oui, il y a quand même intérêt à se débarrasser d'un appareil de chauffage fioul peu performant, puisque c'est un fort émetteur de gaz à effet de serre, le fioul, et également de particules fines. Donc il y a quand même nécessité d'envisager à terme le changement de cet appareil. Il sera de toute façon interdit d'installer des chaudières fuel, même en rénovation. Enfin, c'est déjà le cas, hein, c'est déjà en vigueur. Donc, par exemple, si je me mets dans la peau d'un citoyen qui toque à la porte d'un conseiller France Rénov', j'ai une étiquette énergie D, je suis chauffée au gaz, j'ai peur de la hausse des prix. Est-ce que j'installe une pompe à chaleur? En soi, déjà, les étiquettes énergie aujourd'hui, donc c'est les fameuses étiquettes DPE. Le DPE a été révisé, donc il y a un peu deux critères qui vont jouer sur une étiquette, qui font que c'est pas toujours lisible pour les particuliers. Il y a l'aspect de consommation d'énergie, mais il y a également l'impact de gaz à effet de serre qui est lié à ces systèmes de chauffage et de production d'eau chaude. Donc en soi, l'étiquette peut être un peu trompeuse. Encore une fois, il s'agit d'abord de vérifier finalement, enfin, ça va plutôt être une analyse, savoir quelle est la source principale de déperdition,
quels sont les postes qu'il faut travailler en priorité. Est-ce que c'est réellement la chaudière? Si ça se trouve, elle est récente ou elle est pas si, elle ne fonctionne pas si mal. La remplacer par une pompe à chaleur ne sera pas forcément idéal. Si une maison est très mal isolée, mettre une pompe à chaleur va être contre-productif. Elle ne va pas garantir ni du confort, ni des réductions significatives de facture. Et par contre, le coût de l'appareil reste quand même élevé. Donc, il s'agit vraiment d'identifier quels sont les travaux adaptés au logement. Et donc, pour ça, plutôt se faire accompagner et correctement identifier ses besoins. On a vu cette question du changement de système de chauffage, mais est-ce que plus largement, il faut se dépêcher de lancer son projet de rénovation énergétique avant cet hiver, par exemple? Il vaut mieux éviter de se précipiter, foncer ses têtes baissées. Donc, il ne faut pas choisir les travaux parce qu'il y a des montants de primes élevés sur tel ou tel travaux, et notamment sur les systèmes de chauffage, hein, ou parce que le voisin il a fait quelque chose et je veux faire pareil. Il faut vraiment mûrir le projet. Chaque maison a voilà, ses qualités, enfin ses points forts et ses points faibles thermiquement. Donc, il s'agit d'identifier en priorité sur quoi il faut travailler. Donc le premier conseil qu'on peut donner, c'est nous contacter un espace France Rénov, celui de votre région, et donc m'être mis en relation avec un conseiller pour mûrir cette réflexion. Il y a clairement, pour cet hiver, se précipiter, c'est pas forcément une bonne chose. Voilà, il faut peut-être attendre le printemps prochain avant de lancer les travaux, mais en tout cas, ça n'empêche pas de déjà commencer à mûrir la réflexion sur son projet dès maintenant. Et quels seraient tes conseils pour maîtriser son budget et son projet? Pour réaliser ça, donc encore une fois, l'accompagnement d'un conseiller France Rénov, on va s'intéresser aux factures, à l'usage des occupants, à l'état de la maison. Donc effectivement, hein, vraiment regarder quelles sont les parois, est-ce que certaines sont isolées, est-ce que les fenêtres ont été changées, est-ce qu'il y a un système de ventilation, est-ce que les systèmes de chauffage, quels sont-ils, et quel âge ont-ils. Donc vraiment faire un peu le point sur tout ça. Il peut être intéressant notamment de faire un audit énergétique, donc solliciter une prestation auprès d'un auditeur qui va réaliser un audit et vraiment mesurer la part de perte d'énergie selon les différentes parois et quel est l'impact également des systèmes énergétiques. Ça permet vraiment d'avoir une vision des priorités, et ensuite l'audit intègre des scénarios qui vont proposer des travaux du plus conservateur au plus ambitieux, qui vont même aller jusqu'au niveau BBC, donc bâtiment basse consommation, pour avoir un système très performant. C'est vraiment un outil qui va guider la réflexion de l'usager et l'aider à prioriser ses travaux. Ça intègre d'ailleurs également les aspects financiers en termes de coûts de travaux et en termes d'économie d'énergie et d'aide financière à intégrer. En lien avec ce que tu viens de dire, quels sont les travaux à privilégier? Et bien justement, c'est vraiment le but de l'audit, c'est pas de, on va pas éviter de penser que il faut mettre des pompes à chaleur, il faut isoler par l'extérieur. Il faut vraiment regarder au cas par cas sur la maison qu'est-ce qui est prioritaire, sachant que aujourd'hui la tendance, on se rend compte que les travaux poste par poste, donc c'est-à-dire on isole les murs ici, on isole les toits là, ont une efficacité assez limitée. Et en fait, aujourd'hui, il faut plutôt se lancer quand on veut vraiment atteindre des niveaux de performance intéressants sur des niveaux de rénovation assez globaux. C'est essayer de traiter les postes ensemble. L'intérêt, c'est de traiter les interfaces, réduire les ponts thermiques, réduire également tout ce qui va être problème d'étanchéité à l'air. Donc c'est des aspects vraiment importants. Même de manière plus large, dans les travaux, parfois il n'y a pas que la rénovation énergétique. Donc nous, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, on a même développé un diagnostic qui s'appelle le DAE, pour diagnostic architectural énergétique, et qui fait justement intervenir un architecte, puisque dans certains cas, l'avis d'un architecte sur des besoins de rénovation, en plus de la rénovation énergétique, qui sont vraiment liés au bâti, vont être intéressants. Par exemple, aussi sur des problèmes d'humidité qui sont également des problèmes très présents dans des bâtis, notamment des bâtis anciens, qu'il s'agit de bien traiter pour ne pas isoler n'importe comment. Donc le but, c'est quand même voilà, d'intégrer et la rénovation énergétique, mais également tout autre besoin de travaux, et parfois même de projets de travaux, des gens qui raménagent l'intérieur de leur logement, pour quand même avoir cette vision globale. Et donc dans ce contexte de crise, apparemment les conseillers sont confrontés aussi à des sollicitations sur l'installation de panneaux, photovoltaïques qui se multiplient. Quel est ton point de vue par rapport à ça et quels conseils, tu, donnes aux personnes qui te sollicitent, sur l'installation d'énergies renouvelables? Donc, on reprend un peu les mêmes éléments. Si les gens n'ont pas isolé leur maison correctement au départ, si leur système de production de chauffage n'est pas optimal, la production
d'électricité photovoltaïque, elle est superflue, c'est pas la priorité. Après, si les autres postes ont été traités, ça peut être intéressant, mais il faut quand même être conscient que le photovoltaïque, les apports donc énergétiques liés au soleil, les un tiers de cet apport seulement a lieu pendant la période de chauffe, hein. À peu près les deux tiers ont lieu finalement quand on ne chauffe pas. Par ailleurs, les apports sont plutôt en journée, la nuit, il n'y a plus de soleil, et voilà. Donc quand les journées sont courtes en hiver, en fait, c'est juste que l'énergie électrique du photovoltaïque ne pourra pas servir à chauffer la maison. C'est plutôt adapté sur les autres usages électriques, et c'est ces usages électriques qu'il va falloir plutôt optimiser pour essayer notamment d'autoconsommer au maximum sa production. Mais voilà, clairement le photovoltaïque est à réfléchir euh, sur la manière plutôt sur les usages électriques hors chauffage en réalité. Oui, donc tous ces conseils sont valables pour la maison individuelle, mais je souhaitais qu'on s'arrête un instant sur la question des copropriétés. Certains copropriétaires souhaitent rénover leur logement et d'autres veulent le rénover pour pouvoir louer leur bien, mais tout le monde n'a pas les moyens de mener ces travaux. Donc, qu'est-il possible de faire en copropriété? Alors en copropriété, l'idéal, ça va être de faire des travaux de manière globaux, des projets de rénovation collectifs en fait. Donc c'est des travaux qui vont porter sur les parties communes, sur les murs, sur les toits. Donc on va chercher plus à rénover tout le bâtiment plutôt qu'intervenir seulement à l'échelle individuelle des parties privatives des appartements. Donc c'est quand même l'approche qui est privilégiée, la plus performante. Donc il y a notamment le fait que sur des immeubles, en général, la déperdition principale, souvent, ça va être les murs. Et donc, c'est intéressant d'isoler par l'extérieur les murs d'un immeuble, puisque effectivement, en plus, isoler les murs dans un appartement, ça fait perdre de la surface. Donc ça, c'est un enjeu important. Néanmoins, il ne faut pas résumer ça uniquement à ça, il faut essayer encore une fois de voir global et donc étudier tous les autres postes, la toiture, l'isolation de toiture, du sous-sol, la ventilation, les fenêtres, et encore une fois essayer de faire ça de manière assemblée pour éviter les ponts thermiques, éviter les infiltrations d'air. Il y a également encore une fois cet intérêt de l'approche globale pour la pérennité du bâti. Il y a toujours d'autres travaux à faire que la simple rénovation énergétique. Donc, le fait qu'il faille étudier la possibilité donc, du rénovation globale permet en plus, donc, quand on arrive sur certains gains énergétiques, d'accéder aux aides financières. C'est plus pertinent sur le long terme plutôt que de faire petite touche par touche des petits travaux qui vont mettre du temps à porter leurs fruits et qui vont essayer parfois de défaire pour refaire. Et en fait, ça permet également de mobiliser des prêts collectifs. Il y a également des aspects réglementaires. Aujourd'hui, par exemple, les copropriétés sont obligées, donc à différents termes, hein, selon la taille, le nombre de logements, de préparer un plan pluriannuel de travaux. C'est une obligation. Donc, ils devront faire notamment des diagnostics comme le DTG, le diagnostic technique global. Ce DTG intègre les éléments d'un audit et donc il permet de faire le point sur les besoins de rénovation. C'est généralement le point de départ. Le fait est qu'effectivement, ces projets de rénovation globaux sont plus longs, hein, s'étalent sur plusieurs années, puisqu'il faut quand même des phases de vote pour voter une prestation de DTG ou d'audit. Ensuite, voter une maîtrise d'œuvre qui va mettre en œuvre les travaux, le programme de travaux qui aura été sélectionné, et ensuite sélectionner, hein, suite à l'appel d'offres, également les entreprises et devis. Donc c'est des phases qui vont nécessiter plusieurs assemblées générales, donc des votes pour voter ces budgets et qui nécessitent un accompagnement de la part donc, de sociétés pour le financement, hein, pour aider chacun à se projeter sur les coûts. Mais en tout cas, c'est l'approche la plus intéressante sur le terme, vraiment se concentrer petit à petit sur des petits travaux et moins intéressant sur l'aspect collectif. Après, parfois, les contraintes architecturales, urbanistiques, ou encore tout simplement le fait que des travaux ou des prestations n'auront pas été votées parce que l'Assemblée générale s'est prononcée contre, alors reste la possibilité effectivement plutôt de travailler à l'échelle de son appartement, hein, de ses parties privatives. C'est un peu plus réduit que dans une maison, hein, on va surtout avoir les murs, les fenêtres, peut-être la ventilation et le chauffage s'il est individuel. Et donc effectivement, il s'agit alors de trouver un peu des compromis pour ne pas perdre trop d'espace. Donc voilà, ça peut être intéressant néanmoins effectivement quand il y a pas d'autres solutions. Une dernière question. Il y a eu pas mal d'effets d'aubaine en lien avec le système d'aide, que ce soit sur l'isolation, les pompes à chaleur maintenant. Quels conseils peut-on apporter aux citoyens pour éviter les fraudes, les risques d'abus de faiblesse
de la part d'acteurs peu scrupuleux? Alors tout d'abord, rappeler que aucun des acteurs que sont les espaces conseils FAIRE, l'ANA, toute institution liée à la rénovation énergétique ne démarche les gens. Donc toutes les personnes qui se font passer qui viennent proposer des prestations en notre nom, c'est de l'escroquerie, c'est du démarchage qui est tout à fait illégal. Ensuite, ben voilà, sur internet, faire également attention à ne pas mettre ses coordonnées n'importe où parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rappelés suite à avoir consulté des sites sur internet, à avoir voulu comparer des offres, des primes, donc faut être assez vigilant là-dessus. Quand vous avez ensuite la visite d'entreprise que vous avez sélectionnée pour demander des devis, ben, ne pas signer immédiatement, ne pas céder à des coups de pression. Quand on vous promet des travaux dans les 2 jours également, il vaut mieux attendre. Vous avez un délai de rétractation de 14 jours, donc il faut en profiter. Vraiment tout ce qui pousse à faire les choses le plus vite possible, en général, il faut être méfiant. Il faut donc consulter s'il y a des doutes, que vous avez déjà signé un devis, ben, pensez à consulter un espace France Rénov typiquement qui sera renseigné au vu des échanges, au vu des arguments qui ont été avancés et informer s'il est bon de faire cette rétractation puisqu'il y a 14 jours. Il existe d'ailleurs un flyer de l'ANA qui est assez bien fait, qui explique justement quels sont les droits du consommateur et ce que les entreprises n'ont pas le droit de faire. Il y a une chose que les entreprises n'ont notamment pas le droit de faire au niveau des aides financières, c'est prendre la main sur vos comptes et faire les démarches à votre place. C'est également illégal. Les entreprises mandataires ont accès à leur compte en ligne, je pense aux aides MaPrimeRénov par exemple, d'où elles réalisent les démarches et elles auront été validées par les comptes des particuliers. Donc il y a vraiment un cloisonnement à avoir et les professionnels n'ont pas à toucher au compte des particuliers quand il s'agit d'aides financières. Merci beaucoup Méven pour ton témoignage et toutes ces informations très utiles. N'hésitez pas à partager l'émission avec vos proches et à discuter de ce sujet plus amplement. Si vous souhaitez d'autres informations, vous pouvez consulter notre site internet sur lequel vous pouvez retrouver beaucoup d'autres ressources sur ce sujet ainsi que sur d'autres concernant la transition énergétique plus largement. Vous pourrez également y retrouver le numéro de Notre Énergie sur la rénovation énergétique et vous pouvez également vous abonner gratuitement à la revue. Vous pourrez également retrouver les anciens numéros de cette émission. Donc j'en profite pour te remercier à nouveau, remercier Merci. l'ADEME, notre partenaire pour la production de cette émission, et nous vous disons à bientôt pour un prochain numéro des Clés de notre énergie.